Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu. Ravi de vous trouver aujourd'hui avec notre expert, Dr Hamzat Boukari, expert chargé de l'Afrique. Dr Boukari, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, camarade. Bonjour et merci pour l'invitation également. Merci beaucoup. Dr Boukari, si le président Trump a dévoilé sa politique étrangère sur la plupart des sujets, Moyen-Orient, Russie, Asie, plusieurs questions se posent sur la méthodologie et les choix liés à la politique américaine euh, vers le continent africain. Il semble que les sujets les plus marquants qui vont déterminer cette politique soient l'arrêt de l'aide étrangère américaine, la recherche de minerais et la lutte contre l'expansion russe et chinoise en Afrique. Sans oublier aussi cette proposition qui a été adressée à l'Égypte de recevoir les Gazaouis dans le cadre de la continuation de cette politique génocidaire parrainée par les États-Unis et commis par Benjamin Netanyahu. Comment vous voyez la situation, les perspectives de cette relation entre l'administration Trump et l'Afrique? Écoutez, l'administration Trump, elle a déjà été au pouvoir pendant 4 ans. On a vu la manière dont le continent africain a été traité, donc à la fois par des propos racistes directement tenus par Donald Trump en personne, mais également par un certain désintérêt, je dirais, des questions africaines qui se limitent en réalité à un intérêt majeur pour les ressources et l'économie africaine. Donc je pense que la politique de l'administration Trump sera de rester sur l'économique, sur comment maintenir les avantages stratégiques des États-Unis en Afrique, dans un contexte où effectivement la Chine et la Russie sont de plus en plus présents. Et donc l'Afrique va rester présente en fait comme un vaste échiquier où finalement on va considérer que les Africains eux-mêmes ne comptent pas réellement dans le jeu, mais doivent être des pions au service donc des intérêts américains. Donc c'est plutôt de la part de l'administration Trump une politique de vouloir l'Afrique sans les Africains, qui n'est pas si différente de ce que l'impérialisme états-unien a l'habitude de faire vis-à-vis du continent africain. Il y aura notamment néanmoins quelques points, je pense, de fixation très précis. Je pense que le premier quand même qui ressort aujourd'hui, c'est la relation avec l'Afrique du Sud, puisque l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis a été expulsé et que le principal conseiller, le conseiller stratégique de Donald Trump, c'est Elon Musk, dont on sait qu'il est lui-même sud-africain, descendant des afrikaners blancs fanatiques de l'apartheid sud-africain. Est-ce que c'est en relation avec la position de Sud-Afrique concernant Israël, le procès Oui, bien mené? sûr. Bien sûr, je pense que l'Afrique du Sud représente un contre-modèle des États-Unis, parce que c'est un pays qui a combattu c'est un pays qui a une colonisation de peuplement blanc avec une vision suprémaciste blanche, qui a été combattu pendant, on va dire, tout le XXe siècle pour faire tomber le régime d'apartheid, lequel est politiquement tombé, même si sur le plan économique, il n'est pas tombé. Et je pense que si nous avons aujourd'hui autour de Donald Trump tout un lobby de Sud-Africains blancs, dont Elon Musk est le plus visible, c'est parce que la lutte contre l'apartheid que l'on croyait terminée au début des années 90 n'était pas encore terminée. Et Nelson Mandela, quand il appelait à poursuivre la lutte, il évoquait effectivement la question de la réorientation de l'économie sud-africaine, mais il évoquait aussi surtout la libération de la Palestine. Il disait que l'Afrique du Sud n'est pas libre tant que la Palestine ne sera pas libérée. Donc il y a aujourd'hui, je dirais, des rétrécissements, des cristallisations, des connexions d'intérêts géopolitiques et géostratégiques pour une Afrique du Sud qui est également, comment dire, la voie d'entrée africaine des BRICS, qui a effectivement pris position sur la question donc, du génocide à Gaza et donc qui a attaqué Israël devant la Cour internationale de justice, qui a mis en place avec quelques autres pays, dont 2 autres pays africains qui sont le Sénégal et la Namibie, un groupe de suivi sur cette question-là, et qui tient tête effectivement aux États-Unis
et dont l'ambassadeur aux États-Unis a été expulsé très récemment. Donc il y a au niveau de l'Afrique du Sud, je dirais des choses qui se jouent, qui sont, je pense, des batailles civilisationnelles qui ne sont pas terminées, parce que les États-Unis de Trump rentrent un peu dans cette logique du nouveau siècle américain. C'est un concept qui avait été évoqué au début du 21e siècle, en 2002, par des néoconservateurs américains, qui est l'idée que le siècle américain n'a pas de fin. Et donc, on est vraiment dans un Make America Great Again, qui n'est pas juste l'idée de recentrer l'Amérique sur elle-même, mais de réexporter la puissance américaine, dont l'un des éléments est effectivement cette idée de suprématie blanche, dont l'Afrique du Sud est un peu l'antithèse. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là. Il y a également donc de la part de l'Afrique du Sud, je pense, un positionnement de condamnation de l'État d'Israël qui gêne probablement les États-Unis dans l'idée que des pays africains pourraient reprendre le leadership de la question du conflit israélo-palestinien. C'est un conflit qui a été volé par les pays du Nord, notamment au moment des accords d'Oslo, où on a vu en fait les États-Unis s'arroger un peu le rôle de médiateur de ce conflit, alors que dans les années 60, 70, 80, cette diplomatie se jouait beaucoup plus au niveau des pays du Sud. Yasser Arafat sillonnait le continent africain, était basé à Tunis, les États africains prenaient position et condamnaient Israël. Donc là, on est dans une période, je dirais, de reconfiguration de tous ces enjeux qui font de la relation ou de la confrontation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud un enjeu idéologique extrêmement important et qui montre encore une fois à travers Elon Musk que le régime de l'apartheid n'est pas idéologiquement tombé, il s'est juste préservé. Et donc, dans l'annonce de Donald Trump d'accueillir en asile les Afrikaners blancs qui voudraient quitter l'Afrique du Sud ou de dénoncer la politique d'expropriation des fermiers blancs d'Afrique du Sud, eh bien, on voit bien que des conflits du XXe siècle, voire même d'avant, ne sont toujours pas terminés. Ça, c'est la particularité des États-Unis, de penser que ce pays, avec Trump notamment, mais pas que, est un peu celui qui doit faire l'histoire de l'humanité. Et donc, on revient dans ces notions qu'on pensait un peu évacuer, de la fin de l'histoire de Fukuyama, le clash des civilisations de Huntington. Donc c'est un peu, je dirais, dans ces nouvelles logiques que nous sommes aujourd'hui, avec évidemment donc la Russie de Poutine qui est bien présente, la Chine de Xi Jinping également qui ne lâche pas l'affaire, et les États-Unis de Trump également, et l'Europe au milieu qui est en train, je dirais, de se décomposer lentement, et l'Afrique qui est probablement le grand terrain de combat de ce 21e siècle du point de vue des grandes puissances. Docteur Boukari, vous savez mieux que moi que beaucoup de pays africains dépendent de l'aide étrangère, malheureusement. L'arrêt de l'aide étrangère américaine pourrait avoir des répercussions significatives sur le continent africain. Par exemple, en Égypte, hein, l'économie égyptienne dépend de l'aide américaine, surtout pour le soutien des caisses de récompensation, etc. Quel sera l'impact de la suspension de l'aide, d'après vous? Alors, la suspension de l'aide, je pense qu'il faut bien regarder de quelle aide on parle, hein. C'est l'aide principalement de l'USAID, qui est une Oui, sorte d'aide conditionnée dans le secteur notamment de l'humanitaire, qui est un secteur profondément développement, idéologique. éducation, Maintenant, sanitaire, voilà, oui. maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les États-Unis vont arrêter, par exemple, leur aide militaire à l'Égypte? Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc la question de l'aide militaire n'est pas, je dirais, sur la table aujourd'hui. Donc cela montre bien que ce que les États-Unis veulent modifier, c'est les conditionnalités de leurs relations avec les pays africains et imposer, je dirais, un rapport de force vis-à-vis des sociétés civiles africaines qui aujourd'hui sont de plus en plus contestataires, mais dont on voit dans pas mal de cas qu'elles sont également dépendantes de ces financements extérieurs. Et donc pour moi, la conséquence de l'arrêt de l'aide dans pas mal de pays va être de reposer la question des États africains, qui ont pendant trop longtemps délégué leurs responsabilités à des ONG ou au secteur de l'humanitaire,
et qui doivent aujourd'hui se reprendre en main et comprendre que l'aide constitue une forme d'ingérence et qu'il est temps, comme disait Thomas Sankara, de penser une aide qui nous permet de nous passer de l'aide. Donc il faut que les États africains mutualisent leurs moyens, mutualisent leurs ressources pour justement identifier comment faire en sorte de ne plus dépendre de cette aide qui a été de toute manière coupée. Maintenant, il faut bien comprendre que l'aide américaine, certes, elle est très importante, mais il y a d'autres types d'aides qui arrivent, soit d'organisations multilatérales, soit d'autres pays occidentaux ou pas. Donc, on peut également penser que ce que les États-Unis vont enlever, d'autres acteurs vont y investir. Il n'est pas impossible que la Chine, que la Turquie, que l'Inde, que je dirais même l'Iran, le Japon, que tous ces pays, je dirais, réinvestissent, ou le Qatar réinvestisse justement ce terrain entre guillemets de la charité, qui est en fait une forme de colonialité, une forme de domination vis-à-vis comment dire, des sociétés africaines, vis-à-vis des États africains. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est pour l'Afrique de se passer de l'aide et surtout de réfléchir à quelles sont les mesures de rétorsion et de dissuasion que l'on peut imposer aux États-Unis. La logique serait que vous nous coupez l'aide, eh bien nous allons vous couper également les approvisionnements en matière stratégique, puisque les États-Unis ont besoin des ressources stratégiques africaines. C'était d'ailleurs l'objet du seul et dernier voyage de Biden en Angola, sur le Oui, corridor de Lobito, pour récupérer les ressources du Congo. Donc, et vous m'amenez à notre deuxième point d'analyse. L'Afrique est riche en ressources naturelles. Vous venez de confirmer ça, notamment en minerais précieux et stratégiques. Les États-Unis pourraient chercher à sécuriser ces ressources pour répondre à leurs besoins industriels et technologiques. C'est la priorité de l'administration Trump. Est-ce que aussi ça peut expliquer l'implication des États-Unis dans des guerres aussi dans la région? Les États-Unis flirtent avec le Rwanda, ils ferment les yeux devant le génocide au Congo. Les États-Unis aussi impliqués dans cette guerre génocidaire menée contre la population soudanaise à travers les milices, ces milices financées par Israël, par les Émiratis et tout. Est-ce que ça explique l'implication militaire américaine à côté des quelques milices pour profiter, pour faciliter l'accès aux ressources minérales, d'après vous? alors, sur le plan militaire, en fait, depuis l'épisode de la Somalie au début des années 90, les États-Unis se sont militairement retirés du point de vue des interventions directes et ils interviennent soit indirectement par le biais de l'OTAN. Donc, ça a été le cas de la guerre de Libye où on a mis la France et le Royaume-Uni avec les pays du Golfe en avant. Soit par le biais directement de l'Africom, donc le commandement militaire américain pour l'Afrique, qui est basé en Allemagne, à Stuttgart, et qui agit à distance. Donc l'emprise militaire américaine sur le continent africain est toujours présente, même s'il y a eu quelques modifications très significatives avec, par exemple, la fermeture de la plus grande base militaire américaine de drones qui était au Niger. Donc quand il y a eu le coup d'État au Niger, les Américains ont dû fermer leur base militaire. Ils ont fermé leur ambassade qui sont en train de rouvrir aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'ils sont toujours conscients du besoin de préserver leurs intérêts géostratégiques. Africom aujourd'hui est centré notamment sur les pays côtiers, Côte d'Ivoire, Bénin, etc., pour tenter justement de se repositionner sur le continent africain et de réassumer peut-être non pas un rôle de gendarme de l'Afrique, mais tout simplement de gendarme des intérêts américains, des intérêts occidentaux en Afrique. Rôle que jouait pendant très longtemps l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Rôle que jouait également la France, qui est en train, je dirais, de perdre du terrain en Afrique. Maintenant, il est évident que la diplomatie américaine est une diplomatie armée qui soutient directement ou indirectement des régimes militaires ou des groupes armés au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de l'Afrique du Nord, donc la Libye, le Soudan et notamment la Somalie, qui a cette base américaine également importante à Djibouti. Donc il y a une présence militaire américaine, des intérêts militaires américains qui sont conséquents.
Alors, ces intérêts, ils vont avec les multinationales états-uniennes, qui notamment dans le secteur des minerais stratégiques sont présentes au Congo, notamment, mais pas que au Congo, dans toute l'Afrique australe, et doivent faire face en fait à l'avancée des Chinois et à l'avancée également des puissances émergentes comme la Turquie. Donc il y a une compétition commerciale qui se double en fait d'une influence militaire et qui rejoint un peu une logique comment dire, du droit du plus fort. C'est-à-dire que les Américains sont à l'origine vraiment de la division du monde entre ce qu'on va appeler les guerres civilisées et les guerres coloniales. Les guerres civilisées, ce sont les guerres qui sont, entre guillemets, dans les pays du Nord. On va considérer, par exemple, que l'Ukraine est une guerre, entre guillemets, civilisée, parce que il y a des négociations qui respectent plus ou moins une sorte de droit de la guerre, des intérêts géostratégiques, des contrats, des moyens, en fait, de se rémunérer sur les ressources minières de l'Ukraine en échange d'une aide factice à Zelensky. Et de l'autre côté, les guerres coloniales, où on considère que c'est le droit du plus fort, les lois de la nature qui doivent primer. Et dans ce que l'on voit, par exemple, à Gaza, dans ce que l'on voit dans l'est de la RDC, dans ce que l'on voit là où il y a des fortes zones de déstabilisation, au Soudan, en Libye, etc., on est sur l'idée que c'est la loi du plus fort qui doit primer. Et donc la logique de Donald Trump, c'est celle-ci. C'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est dans le rapport de force, et donc c'est la loi du plus fort qui doit primer, et donc les intérêts économiques et géostratégiques américains seront très probablement militairement défendus si jamais la Chine ou si jamais la Russie les remettent en cause, en sachant que l'adversaire principal des États-Unis, ce n'est pas la Russie, c'est vraiment la Chine. Et donc là aussi, il faut regarder la manière dont les négociations autour de l'Ukraine vont également avoir des conséquences sur Taïwan, sur le Sahel ou sur d'autres parties du monde qui peuvent servir de monnaie d'échange entre les États-Unis, la Chine et accessoirement la Russie. Maintenant, effectivement, le corridor de Lobito, il vise à passer par l'Angola pour retirer donc des ressources stratégiques au niveau du Congo, en sachant que l'espace atlantique, c'est vraiment l'espace de sécurité des États-Unis. Les États-Unis ont besoin de contrôler l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Sud, d'où la guerre avec le Venezuela qui continue, la Caraïbe, donc la question de Haïti qui est stratégique, et toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est vraiment leur espace de sécurité nationale. C'est vraiment l'espace de production de l'OTAN. Ils ne peuvent se permettre d'avoir des puissances qui contestent leur hégémonie dans cet espace-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent récupérer aussi le Groenland, qui est danois, pour justement couper une des voies d'accès de la Chine qui passe par notamment l'Arctique. Donc on est vraiment dans une reconfiguration, je pense, des intérêts géoéconomiques, géostratégiques et géopolitiques dans le cadre de l'administration Trump. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est une administration qui ne dure que 4 ans, qui va sans doute connaître aussi des contre-pouvoirs en interne avec les élections de midterm. Et donc là aussi, il faudra voir dans quelle mesure Trump, qui est parti sur les chapeaux de roue, pourrait être amené sur certains points à nuancer ses positions. Dans cette logique de contrebalancement stratégique, économique, etc., que pensez-vous du rôle joué par l'AFRICOM, les forces américaines en Afrique? On a vu dernièrement quelque chose qui a attiré mon attention et a suscité beaucoup de questions. L'établissement d'un protocole de coopération entre l'AFRICOM et l'armée algérienne, malgré que les relations entre l'Algérie et la Russie en matière de défense, de coopération en stratégique militaire est bien connue. En plus de ça, l'AFRICOM est présent en Libye, en contrebalance face aux Russes, Turcs, etc. Comment vous voyez le rôle joué par l'AFRICOM? Ben, écoutez, c'est très intéressant parce que alors l'Algérie était une colonie française, enfin un territoire inscrit dans la République française. Et au moment de la guerre d'Algérie, John Kennedy a plutôt pris position pour qui était le président des États-Unis, avait une certaine sympathie pour les indépendantistes et nationalistes algériens,
dans l'idée justement donc d'abattre les empires coloniaux français et britanniques. Donc il y a, je pense, dans la guerre d'Algérie déjà un parallèle historique avec la guerre d'indépendance américaine, qui n'est pas inintéressant à creuser du point de vue idéologique. Après, dans le contexte actuel, hein, celui de 2025, dans la tension diplomatique très forte entre Paris et Alger, et surtout dans la rivalité entre Alger et Rabat, autour notamment du Sahara ou d'autres enjeux, on voit bien qu'il y a de la part de l'Algérie la nécessité sans doute de revoir un peu ces accords de coopération, notamment sur le plan militaire, et aussi comment dire, de poser la question des enjeux sécuritaires et des menaces régionales dans l'espace méditerranéen d'une part et dans l'espace sahélien. Maintenant, effectivement, on est sur une certaine contradiction, puisque l'Algérie est un pays, entre guillemets, non aligné. C'est un des derniers pays qui a vraiment une position diplomatique très forte, notamment en soutien à la Palestine, qui, avec la Libye du temps de Kadhafi, notamment, également été relativement intransigeant sur la question des relations avec Israël, que le Maroc, de son côté, a normalisé. Et derrière Africom, c'est quand même l'OTAN qui est présent. Et l'intérêt de l'OTAN pour l'Algérie est quelque chose qui doit nous inquiéter, parce que l'OTAN est vraiment, du point de vue géostratégique, un adversaire principal pour les forces de libération africaines. Maintenant, on peut penser également qu'il y a des intérêts énergétiques. L'Algérie est une puissance pétrolière et gazière, c'est une puissance énergétique. Et dans le contexte également du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis sont en train sans doute de recomposer leur carte des intérêts pétroliers et gaziers, des ressources en hydrocarbures. Et donc là, on peut penser qu'il y a derrière ce rapprochement politico-militaire des tractations directes entre la Sonatrach, donc la grande compagnie d'hydrocarbures algérienne, et des multinationales comme Chevron, comme Texaco, qui ont des intérêts importants au niveau de l'Algérie. Donc il y a ces questions, je pense, qui se posent. Il y a une coopération, je pense, qui doit aussi sans doute passer par les enjeux de formation, d'exercice militaire. On a eu dans les années 2000-2010 ce qu'on appelait le programme Flintlock, c'est-à-dire que les États-Unis ont formé pas mal de militaires ouest-africains, y compris parmi ceux qui ont pris les pouvoirs au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Plusieurs ont été formés dans le cadre de Flintlock et également ont été formés sur les enjeux, je pense, de planification d'opérations et de stratégie d'opérations militaires. Donc je pense qu'il y a un peu tous ces enjeux qui sont derrière ce rapprochement, cet intérêt particulier des États-Unis, de l'OTAN et de l'Africom pour l'Algérie, en sachant que l'Africom se cherche aussi un siège éventuel sur le continent africain. Des pays se sont proposés, mais l'Africom n'a pas pris, je dirais, les propositions au sérieux, parce qu'ils ont sans doute, je dirais, des cibles bien particulières. On sait que pendant très longtemps, l'Africom ciblait la Libye. Ils ont besoin d'un pays en Afrique du Nord, donc peut-être que l'Algérie aujourd'hui est testée, sondée à ce niveau-là, mais je pense néanmoins qu'il y a de la part des Algériens une volonté de jouer aussi ce rapport de force vis-à-vis de la France et du Maroc. Ma dernière question, docteur Boukhari, est-ce que d'après vous, l'accès africain aux Méditerranée, ça intéresse les Américains ou non? Parce que les Américains ont été derrière l'initiative de coopération commerciale économique 5+5, puis depuis 1905, on a vu un peu de refroidissement au niveau de la mise en exécution de cette initiative.
est-ce que euh, ils sont toujours intéressés par l'accès méditerranéen, surtout avec l'arrivée d'un allié en Syrie, le Golani, l'ex de Al-Qaïda, je pense qu'il vient de bénéficier d'un new looking de CIA, Mossad, en collaboration avec la Turquie. La présence aussi des Russes côté euh, sud de la Libye aussi pour assurer un accès au Méditerranée. Est-ce que le Méditerranéen côté africain s'intéresse les Américains ou non? Je pense que vous l'avez un peu souligné, c'est-à-dire que les Américains veulent limiter au maximum la possibilité de présence portuaire russe ou chinoise au niveau de la Méditerranée. Je pense qu'il y a vraiment cet enjeu d'être présent là où tous les rivaux pourraient l'être et de maintenir la Méditerranée dans le giron, entre guillemets, occidental, donc de désafricaniser quelque part la Méditerranée en faisant une mer occidentale, en lien donc avec les intérêts européens qui sont des intérêts aussi migratoires et sécuritaires. Mais pour les États-Unis, je pense qu'il y a un enjeu aussi de sécurisation évident au niveau du Moyen-Orient, puisque leur allié principal et entre guillemets indéfectible, c'est l'État d'Israël. Et donc je pense que beaucoup de choses s'inscrivent aussi dans la sécurisation de leurs liens avec Israël, qui ont été clairement réaffirmés par l'administration Trump. Je pense qu'il y a également des intérêts évidemment économiques à prendre pied dans la Méditerranée, même si pour le moment la priorité reste de récupérer une souveraineté totale au niveau du golfe du Mexique, qu'ils ont d'ailleurs renommé golfe des Amériques. Voilà, mais la Méditerranée fait partie des enjeux stratégiques. Un peu derrière l'Arctique, le passage par les mers au niveau du pôle Nord, où là on a des confrontations directes avec la Chine et la Russie du point de vue des marines navales, avec l'apparition des nouvelles voies de passage, des nouvelles voies maritimes. Donc la Méditerranée en fait partie, avec une dimension entre guillemets civilisationnelle peut-être plus particulière en termes de carrefour. Et c'est pour cela qu'il faut aussi que les États d'Afrique du Nord comprennent le rôle qu'on leur fait jouer, un rôle entre guillemets de gardien des intérêts impérialistes, et se réalignent ou se désalignent justement de cette lecture eurocentrée, de cette lecture nord-américaine ou européenne, et intègrent davantage une lecture africaine des enjeux. Et c'est pour ça que ce qui se passe en Afrique du Sud doit remonter l'intégralité du continent africain pour que plus de pays africains s'alignent sur la position de l'Afrique du Sud. Là, j'ai vu déjà que la Namibie, qui a une nouvelle présidente, va imposer des visas aux ressortissants américains. Donc, il faudrait également que, par exemple, sur cette politique des visas, on réponde du tac au tac aux Américains dans les pays africains. Trump a émis une liste d'une 60aine de pays pour lesquels il va y avoir des interdictions, des restrictions de visa. Dans les interdictions, il y a évidemment des pays comme la Libye, la Somalie, etc. Et donc, il faut aussi qu'il y ait, de la part des États africains, je dirais, une réunion commune pour décider d'une politique commune vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Voilà, je ne sais pas si l'Union africaine le fera, j'en doute fort, mais il est en tout cas important que les États africains aient une politique commune vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas s'il y aura, sous l'administration Trump, un nouveau sommet États-Unis-Afrique, comme on en a pu voir par le passé, mais en tout cas, il est très important que les pays africains préparent également leur riposte à ce niveau-là. Camarade Dr Amzad Boukari, merci infiniment et on vous donne rendez-vous prochainement, j'espère. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.